Peut-il interdire Céline aux enfants? En effet, les éditions du Rocher publient un tout petit livre qui s'appelle Le Petit Mouc, qui a été écrit pour Céline il y a une soixantaine d'années, pour sa fille Colette. Alors pour débattre avec moi ce soir, François Gibault, bonsoir. Vous êtes avocat, vous êtes biographe de Céline. Il y a 2 livres ici, Le Temps des Espérances et Délire et Persécution, sur la biographie de Céline par vous. Vous êtes exécuteur testamentaire de Céline aussi. Et vous publiez la table ronde interdit aux Chinois et aux chiens. Voilà. François Gibault. Alors c'est quoi, entre parenthèses, ce petit livre de... Un petit roman un peu iconoclaste, un petit peu anarchiste, dans lequel je me moque de moi un peu, et un peu des autres aussi. C'est un petit roman pamphlet, si vous voulez, dans lequel j'envoie des petits coups de patte à gauche et à droite. Très bien, c'est à la table ronde. Alors, Guy Konopnicki, bonsoir. Donc, vous, on vous connaît, vous êtes un journaliste virulent, vous êtes en ce moment l'événement du jeudi, après avoir été à Globe, et dans le temps au Nouvel Obs, vous êtes romancier aussi, et vous allez donc vous opposer à François Gibault. Avant de lancer le débat, je vais demander à Didier Porte de le recentrer, ce débat. Écoutez, Céline, c'est la littérature du passé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la littérature de l'avenir. Or, qu'ai-je lu dans le Nouvel Observateur? Jean-Louis Debré termine la rédaction d'un roman. Policier, certes, mais quand même. Alors, bien entendu, étant donné la légendaire rusticité intellectuelle du nouveau président du groupe RPR à l'Assemblée, l'imaginer dans la peau d'un écrivain suppose un effort d'abstraction qui confine à l'illumination mystique. C'est aussi poétiquement irréel que d'essayer de représenter René Monory en leader de boys band, ou encore Olivier Chiabodo en train de siffler le coup d'envoi de la finale de la Coupe du Monde de foot. C'est vrai qu'autant Jean-Louis Debré, ministre de l'Intérieur, paraissait vraiment être l'homme de la situation pour lutter contre les poseurs de bombes du GIA, dans la mesure où lui aussi ressemble à un engin de fabrication artisanale, autant en l'imaginant confronté à la célèbre angoisse de la page blanche, on ne peut s'empêcher de penser que la page blanche en question a de solides raisons d'être angoissée. Eh bien, moi je dis qu'on a tort. Je suis sûr que Jean-Louis Debré va nous surprendre par la vivacité de son style, dont il nous a d'ailleurs fourni des éléments assez prometteurs à propos du philo-cannabisme présumé du gouvernement Jospin. Vous vous souvenez sûrement de cette phrase déjà mythique, je le cite: « Je me demande si après avoir connu la gauche caviar, on n'est pas en train de voir arriver la gauche pétard. » Une formule admirable et qui m'amène à la réflexion suivante. Si on admet le postulat que le shit rend un peu con, il est probable qu'il sera tout à fait superflu d'enfumer en lisant le roman de Jean-Louis Debré. Et Céline dans tout ça, me direz-vous, vous me le dites? Je vous le dis. Oui, bien, je et vous Céline dis, dans tout ça. Je vous dis, débrouillez-vous, j'espère que vous avez un casque. Bon débat. Merci, c'est beaucoup plus clair. Alors, François Gibault, avant de commencer ce débat à l'usage des jeunes générations, est-ce que vous pouvez préciser qui est Céline, pour des gens qui ne connaîtraient pas? Il s'appelle Louis Destouches, il est docteur en médecine, il est né à Courbevoie en 1894, et il est mort à Meudon en 1961. En littérature, il s'appelle Louis-Ferdinand Céline. Son titre le plus connu, c'est évidemment Voyage au bout de la nuit, un roman français. C'est un écrivain français, Céline, archi-français, presque intraduisible. Ensuite, il publie Marat Crédit. Ensuite, il publie des pamphlets dont on va parler. Et ensuite, à la fin de sa vie, après des événements à la fin de la guerre qui lui donneront la matière de 3 derniers romans, il publie D'un château l'autre, Nord et Rigodon. Alors, en quoi est-ce que le Petit Mouc est célinien ou pas, le livre pour enfants qu'il écrit pour sa fille Colette? Pour moi, le Petit Mouc, vous avez une petite pochade qu'il va écrire pour sa fille, et qui sera illustrée par sa femme, par la mère de l'enfant, est une toute petite chose. En littérature, c'est sans valeur. Mais c'est important pour moi, parce que ça montre un côté de Céline qui est complètement inconnu. C'est le côté tendre, c'est le côté sentimental, que l'on retrouve dans d'autres livres, dans ses ballets par exemple. Et dans un livre qu'il a écrit quand il était en prison, Ferry pour une autre fois, il y a chez Céline un aspect qu'il a toujours cherché à occulter, parce qu'il a toujours voulu montrer un visage de haine, un visage de combattant. Et finalement, il cachait bien une sentimentalité et une tendresse qui apparaît très clairement dans le Petit Mouc. Donc le Petit Mouc n'est pas un livre célinien au sens des pamphlets ou des romans, mais vous dites que ça permet de donner un nouveau jour à la lecture de Céline. Sa personnalité. C'est un peu comme Hitler avec son chien. Hitler était gentil avec son chien, c'est pas pour ça qu'il était gentil avec d'autres gens. Oui, on peut dire ça, parce que finalement, le côté tendre de Céline, il apparaît, il décrit des événements absolument épouvantables, et brusquement, il y a une tendresse pour Bébert, son chat,
Et alors, on est au milieu d'une gare allemande en plein bombardement, dans Rigaudon par exemple. C'est terrible pour ce qui s'est passé. Enfin, il vient d'y avoir 50 millions de morts. Les derniers morts sont des gens qui se sauvent de tous les côtés à travers l'Allemagne. Et puis, il y a le chat qui fout le camp. Il y a des pages très drôles. Céline est un immense écrivain. Et toute la tendresse du monde se fixe sur le chat. Voilà. Donc on est dans le même domaine, vous voulez dire. Jacques Céline, c'est un peu ça. Non pas qu'il n'ait pas en lui une tendresse profonde, mais simplement, ça ne lui allait pas en littérature. Il le savait, il jouait avec ça, il jouait avec la haine. Alors, ça, c'est l'homme Céline, mais le problème, c'est que nous avons des écrits et non pas un homme. C'est-à-dire que bon, nous savons bien qu'il y a toute une série d'écrivains qui sont des gens épouvantables. Et quelquefois bien plus que lui. Je pense à Marcel Jouandeau, par exemple, qui est un écrivain contemporain de Céline, et qui est finalement beaucoup plus impliqué que Céline en acte. C'est un homme qui va conduire une délégation à Weimar et chanter les louanges du maréchal Göring, etc. Céline ne lui fait pas ça parce qu'il n'aime pas les mondanités. Il écrit, et éventuellement, à certains moments, il écrit des choses épouvantables pour les lecteurs de son époque. La chose curieuse, c'est qu'aujourd'hui, nous aurions besoin pour l'histoire de les lire. Nous ne pouvons pas. C'est interdit. Et d'ailleurs, François Pinault n'y est pas pour rien. Et vous n'y êtes pas pour rien. Or, les faits épouvantables de ces écrits, mais c'est à l'époque, c'est pas maintenant. Maintenant, on peut les regarder, quoi qu'il se passe aujourd'hui, avec un œil historique. Guy Konopnicki, merci. Donc, avant de revenir à MOOC et ensuite au problème de Céline, en fait, est-ce que le talent, est-ce que le génie justifie tout? Je voudrais juste que, comme Guy Konopnicki y a fait allusion, vous êtes exécuteur testamentaire de Céline. Je ne suis pas exécuteur testamentaire. Vous êtes très proche de l'avocat de Madame Céline. Ouais, c'est ça. qui est, elle, l'exécuteur testamentaire, qu'elle est ayant droit de Céline. Et elle ne veut pas qu'il y ait certains livres qui soient publiés. Elle ne veut pas. Lesquels, par exemple? Avec raison, Bagatelle pour un massacre, L'école des cadavres et les beaux draps. Voilà. Donc ça, c'est introuvable, introuvable, sauf produit. c'est Il est vrai que ce sont des écrits de 1930, de 37-38. Ce sont des écrits de circonstances. Les publier aujourd'hui, dans le climat actuel, pourquoi pas pendant le procès Papon, ça serait véritablement de la provocation. Et elle ne le veut pas parce que ce sont des écrits, si je peux en dire un mot, qui ont été publiés à une époque bien précise et dans un but bien précis. Céline a peut-être été maladroit, mais en tout cas, il a publié ces livres pour tenter d'éviter la guerre. Pour tenter d'éviter la guerre. C'est ça le but des pamphlets. Il l'écrit d'ailleurs très clairement dans les pamphlets. Parce qu'il dit, moi j'ai fait la guerre une première fois, il a été grand blessé de la guerre de 14, j'ai fait la guerre une première fois pour l'Alsace-Lorraine, je ne la ferai pas une seconde fois pour les Juifs. Et il est persuadé que les Juifs, qui étaient les premières victimes d'Hitler, c'est évident, poussaient à la guerre pour abattre Hitler. Et ça, il a dit, moi, pour ça, je ne ferai jamais plus la guerre, en tout cas pas pour les Juifs. Donc voilà l'idée, si vous voulez, je crois, de base des pamphlets. D'accord. Guy Konopnicki. Quant à la tendresse de Céline, il la réservait pas qu'au chat. C'est amusant ce que vous racontez sur le chat, Bébert, mais enfin, voyage au bout de la nuit. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il réserve aussi sa tendresse aux hommes? Et quand il dédie d'un château l'autre, aux animaux, aux malades, aux prisonniers, est-ce que vous ne croyez pas aussi qu'il n'y a pas de plus belle dédicace dans la littérature française? Si, bien sûr. Mais attendez, moi je suis peut-être dans une situation ambiguë parce que je suis un lecteur passionné de Céline, que c'est un écrivain que j'aime, y compris dans des romans qu'au fond je devrais rejeter. C'est-à-dire que je ne devrais avoir, moi, aucune tendresse pour un type qui s'est sauvé en Allemagne, mais sauf qu'il me fait éclater de rire quand il me décrit le monde collabo à Sigmaringen. C'est la charge la plus terrible au fond qui a été faite sur l'entourage de Pétain. C'est Céline qui l'a faite. Je reviens un instant au pamphlet, au beau drap, à Bagatelle, tout ça. Tout de même, bien sûr, on peut trouver toutes les justifications. Il y a des gens qui disent plus jamais ça. Et puis, pourquoi pas, l'homme qui dit nous ne voulons pas mourir pour Danzig, qui est Marcel Déat, qui est un ancien socialiste, qui va finir dans la pire des collaborations. Et là, il va faire mourir les autres après avoir dit que lui ne voulait pas aller mourir pour Danzig. C'est le contexte d'une époque. C'est le contexte d'une époque qui n'excuse à aucun moment, le fait de faire ce qui est tout de même un pamphlet antisémite, qui est Bagatelle pour un massacre. Encore une fois, je dis, d'autres ont pris des responsabilités plus concrètes. Il y a un procès en ce moment, nous le savons bien.
et qui, eux, n'avaient jamais rien écrit. Je veux dire que parmi les dirigeants de Vichy, il y a des gens qui font déporter les Juifs. Ils n'ont jamais écrit une ligne d'antisémitisme dans leur vie. D'ailleurs, ils n'ont jamais écrit une ligne en général. Ils ont simplement, avant la guerre, tenu des discours de centre-gauche ou de centre-droit. Pardon, terminé, je veux reposer une question. Et eux passent aux actes sans n'avoir jamais rien dit. Oui, mais avant la guerre, il y a des gens qui ont dit, il y a des gens qui ont écrit, il y a des gens qui ont fabriqué un climat, contribué à fabriquer un climat, parce qu'on est responsable quand on écrit, même si on écrit dans un délire, ce qui est le cas de Céline, même si on écrit d'abord par horreur de la guerre, en se foutant pas mal finalement de tout ce qu'il y a d'autre autour, on est quand même responsable. Alors aujourd'hui, l'ambiguïté est celle-ci, c'est-à-dire que si quelqu'un écrivait pour aujourd'hui, et certains ne s'en privent pas, un brûlot ignoble, désignant telle ou telle catégorie de la population, alors bien sûr, la loi, les foudres de la loi devraient s'appliquer, et en certains cas, elles s'appliquent. Nous savons d'ailleurs qu'il y a des choses qui leur échappent, et parfois on ne sait pas pourquoi. Et je pense qu'on est à l'envers. Je pense qu'on est à l'envers s'agissant de Céline. C'est-à-dire qu'autant à l'époque, la publication de tel texte contribuait à un climat qui désignait les futurs victimes. C'est maintenant qu'il faudrait les publier plus qu'à l'époque. Maintenant, nous aurions besoin, au moins, il y a quelque chose qui ne va pas dans la loi. C'est-à-dire que vous voulez faire une thèse sur le nazisme, vous aurez du mal à trouver un certain nombre de textes datés de 1933, 34, 35 qui sont des textes nazis parce que la loi les interdit. Donc, réservés aux chercheurs, bibliothèque nationale. On devrait pouvoir accéder plus facilement à certains textes pour comprendre. Vous êtes par exemple pour la publication de Mein Kampf ou non? Oui, je suis pour la publication dans une édition critique et historique, avec préface, appareil de notes et tout ce qu'il faut, mais au moins qu'on puisse voir ce texte, ça éviterait qu'un certain nombre de gens, dans 2-3 librairies auxquelles je ne ferai pas de publicité, publient souterrainement des textes, y compris au corps défendant des héritiers des textes de Céline, et les utilisent dans le contexte d'aujourd'hui comme des textes d'actualité parce qu'on leur enlève leur caractère historique. Je vous arrête. Oui. Excusez-moi, une question simple. Est-ce que vous, enfin pas vous, mais la veuve de Céline laisse publier le petit MOOC et interdit la publication des pamphlets? Est-ce que c'est pas une tentative de refaire une sorte de virginité parce que dans le fond, ça c'est vrai que c'est très anodin. Les pamphlets, on les trouve chez les libraires, ça coûte un peu cher, ça coûte 800 000 francs ou 500 francs quand ils sont en mauvais état, mais on les trouve, les pamphlets, on les trouve dans toutes les bibliothèques, et on les trouve en contrefaçon, et je les fais saisir chaque fois que j'en trouve. Finalement, vous savez, il n'y a pas de débat entre nous. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est vrai que ce sont des écrits que Céline n'aurait pas dû écrire. Ça va de soi. Ce sont des écrits extrêmement malheureux. Seulement, il n'a pas été seul à en écrire à l'époque. Et vous citiez tout à l'heure l'immonde Joindeau. Est-ce que vous le savez certainement, qu'il a écrit en 33, non, en 37, 38, il a écrit un certain nombre d'articles qu'il a ensuite renouvelés, rassemblés dans un livre qui s'appelle Le Péril juif. Vous savez ça? Bien sûr. Le Péril juif de Marcel Joindeau. Alors, si jamais, il y a un Joindeau, lui, les a rassemblés sous l'occupation. Alors, ils avaient écrit avant la guerre, il a sorti courageusement le pamphlet. Et puis en 31, Bernanos qui écrit une biographie de Drummond, vous trouvez ça tout à fait bien, une biographie tout à fait apologétique de Drummond, hein? Sauf que Bernanos est un homme qui a changé. Bernanos c'est un homme il va changer du tout. On ne va pas faire toute la littérature de Céline française parce que on serait là jusqu'à demain. Céline n'est pas tout seul. Alors, Haro sur le Baudet, tout le monde tape sur Céline. Pourquoi? Parce que Céline est l'usine. Mais sauf que tout le monde dit. Et puis alors, il y a une autre circonstance bizarre, parce qu'il y avait aussi Brasillac dont on peut parler. Brasillac, lui, on l'a fusillé. Alors lui, paix à ses cendres, on n'en parle plus. Ce qu'on reproche finalement à Céline, c'est d'être mort dans son lit. C'est d'avoir traversé tous ces événements, d'avoir payé quand même, hein, attention. Parce qu'on dit toujours les intellectuels, il y a des gens qui disent il faut qu'ils soient libres de la liberté, vive la liberté d'expression. Ah, Céline, vive la liberté d'expression, mais on la paye aussi. Hein. Il y a eu Voltaire, il y en a eu beaucoup qui ont, Victor Hugo, il y en a eu des paquets, Zola et bien d'autres qui ont payé leur liberté d'expression, mais Céline aussi. Hein. Il faut savoir tout de même qu'il est resté 7 ans d'un exil pas drôle, hein, au Danemark et presque dans la misère, et qu'il a fait 18 mois de prison. Et pour en terminer sur ce point, il faut savoir que Céline, en 1951, a été condamné par défaut, donc sans défense, sans avocat, sans être présent, sans faire valoir ses moyens de défense, il a été condamné à 1 an d'emprisonnement par une cour de justice, alors que les cours de justice... Est-ce qu'il n'y a pas, François Gibault, est-ce qu'il n'y a pas un risque, par exemple, moi je donne Céline à mes enfants, le petit MOOC,
puisque tout le monde dit d'accord pour dire ici qu'il ne faut pas l'interdire. Et est-ce que c'est pas un peu comme les drogues douces avec les drogues dures? Est-ce que le fait d'avoir lu le petit MOOC, ils vont pas avoir envie de lire Bagatelle pour un massacre? Bon, je crois que dans un premier temps, ils auront peut-être envie de lire Voyage au bout de la nuit. Oui. Et je vous conseille de leur donner. Oui. Bon, le problème du petit MOOC, c'est que ça va pas leur donner envie de lire Céline, parce que c'est pas très bon. Ouais. Qu'est-ce que ça a de célinien? Qu'est-ce que ça a de célinien? C'est ce qui s'appelle un fond de tiroir. Alors, parmi les très mauvais services qu'on rend à titre posthume à des écrivains, on publie leur fond de tiroir. Ouais. Céline a écrit comme ça. Il y a aussi, j'ai entendu une fois un disque de chansons de Céline. Ce sont des chansons bricolées pour des fêtes avec des copains. C'est drôle. C'est drôle. En revanche, il y a un disque qui s'appelle Céline Parle qui est mieux. Déjà. Oui, c'est drôle historiquement, le disque de chanson, mais pourquoi avoir utilisé ça? Alors autant, moi, il y a une chose dont je me méfie, il ne faut pas se cacher. Aujourd'hui, c'est pourquoi je parlais des pamphlets et de la nécessité d'avoir quelque chose de clair à propos des pamphlets. Un jour, il y a un culte de Céline qui s'est développé, qui n'est pas le culte de l'écrivain. Il y a dans certains journaux d'extrême droite la manière d'évoquer Céline, de citer Céline, dans certains milieux où il y a un culte de tout ce qui a été le nazisme, la collaboration. Tout ceci a beaucoup d'importance aujourd'hui. Et on va utiliser là un mythe Céline, comme on va détester ailleurs, un mythe Céline. Non, pas ailleurs. On a depuis longtemps réglé ses comptes avec le mythe Céline. C'est-à-dire quand vous dites que Céline est persécutée à titre posthume, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Dans le Nouvel Observateur, on n'a jamais dit tant bien de Céline que dans le Nouvel Observateur. Une biographie de Céline par un journaliste du Nouvel Observateur qui est Frédéric Bitou. Céline a été adorée des écrivains de gauche et d'extrême gauche à partir des années 70, c'est-à-dire en gros moins de 10 ans, après sa mort. C'est de suite, on ne peut pas dire que Céline est considérée comme un diable. Ça n'est pas vrai, ça n'est plus vrai. Ça l'a été dans les dernières années de sa vie par les gens de sa génération. Vous n'êtes pas d'accord là, vous? Par les gens de sa génération, dont certains avaient été résistants, d'autres non. On diabolise encore pas mal. Hein. Vous savez, quand vous parlez de Céline, ça m'est arrivé dans des lieux publics, et bien immédiatement, les gens sont prêts à se lever, à s'empoigner, il y a les pour et les contre. Hein. C'est très très net. Vous avez un discours qui m'intéresse parce que vous êtes célinien finalement. Hein. Vous êtes célinien et finalement vous en parlez sans haine. Vous dites voilà, il y a un problème. Mais c'est vrai, mais je suis le premier à en convenir. C'est pour ça qu'entre nous, il n'y a pratiquement pas de débat. Je suis d'accord qu'il y a un problème, il y a un problème très sérieux. Mais c'est le problème de la responsabilité de l'écrivain quand il se mêle de ce qui ne le regarde pas finalement. Parce que l'écrivain, il est là pour le poète, il est là pour nous faire rêver. Il est là pour écrire des romans, des poèmes, des choses merveilleuses. Et puis les écrivains maintenant, ils descendent dans l'arène. Et ils se trompent. Et ils se trompent au moins autant que les hommes politiques. Parce que pour avoir la paix, il faudrait qu'ils soient toujours politiquement corrects. Or, les écrivains, ils ne sont pas toujours politiquement corrects. Et il y en a qui se trompent. Et ceux-là, quelquefois, on les absout. Céline, on ne l'absout pas. Je pense à ceux qui se sont trompés avec le communisme, je veux dire avec le stalinisme, enfin quand même. Est-ce que les écrivains comme Aragon, comme Sartre, comme Barbus et bien d'autres, qui nous ont trompés, ils ont trompé la jeunesse française sur le stalinisme, qui était quelque chose d'aussi immonde que l'hitlérisme. Je prends un débat, je suis désolé. Vous avez 20 secondes pour conclure, Guy, parce qu'on arrive au fin de les l'émission. textes staliniens d'Aragon ne sont pas cachés au public, comme les textes antisémites de Céline sont cachés au public. Ça, c'est quand même une grande différence. C'est une attitude d'exécuteur testamentaire. Mais c'était aussi l'attitude d'Aragon de son vivant, qui a tout fait republier avec des textes critiques à côté en disant voilà j'étais ça, je pensais comme ça. C'était quand même son honnêteté finale. En revanche,